Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Eh bien, si vous appréciez ce podcast, sachez que je suis à votre écoute pour vous accompagner dans un esprit de prévention et de renforcement de votre santé, en complémentarité de vos éventuels traitements médicaux. Prévention en fonction de vos facteurs de risque individuels et familiaux, et renforcement afin de bien gérer les différents défis auxquels la vie et le monde dans lequel nous vivons nous confrontent en permanence. Pollution, chaleur, stress, perte de sens au travail, éco-anxiété. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous, et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Stéphane Gallard, directeur du marketing chez Grain de Sel. Sel, S-A-I-L, qui signifie « naviguer à la voile » en anglais. Grain de Sel est un fabricant breton de chocolat et de café, et si vous ne connaissez pas l'entreprise, vous allez voir qu'elle est très spéciale et qu'elle pourrait bien préfigurer de ce que pourrait être le commerce de demain, sobre et éthique, donc bon pour la santé humaine et planétaire. C'est pour cette raison que j'ai souhaité m'entretenir avec lui, pour en savoir plus sur leur démarche et connaître leurs secrets. Bonjour Stéphane. Bonjour Anthony. Alors merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour le podcast La Santé par Nature. Donc, tu es directeur du marketing de l'entreprise Grain de Sel qui vend du chocolat et du café en France. J'ai eu envie de t'interviewer déjà parce que Grain de Sel est breton, vous êtes basé à Morlaix, et ensuite parce que vous n'êtes pas n'importe quel vendeur de chocolat et de café, car vous mettez la préservation de l'environnement au cœur de votre modèle d'affaires, notamment avec ce que vous appelez la rétro-innovation, mais peut-être que tu vas nous en parler. Je crois qu'un de vos slogans, ça pourrait être « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Moi, j'ai découvert vos produits à la COP des Vénettes, qui est une épicerie participative à Vannes, où je suis coopérateur, et qui vend vos produits. Et je suis également naturopathe, donc en naturopathie, on ne recommande qu'à petite dose le chocolat et le café, mais du coup, autant en prendre du bon et venant d'un producteur aux valeurs fortes. Et puis, la santé, ce n'est pas que prendre soin de l'humain, c'est aussi prendre soin de la nature qui nous entoure, pour une santé globale de la vie sur Terre. L'entreprise a été créée en 2012. Toi, depuis combien de temps est-ce que tu y travailles ? Moi depuis 2018, donc ça fait déjà quelques années, et quand je suis arrivé c'était une toute petite entreprise, et maintenant on est un petit peu plus gros, mais on reste une PME, petite PME régionale, effectivement basée à Morlaix. Ok, est-ce que tu voudrais bien rapidement nous raconter comment l'entreprise est née et pourquoi elle est si spéciale ? Alors la particularité des Grains de Sel, tu as fait un petit peu allusion, c'est que effectivement, on est d'un côté chocolatier et torréfacteur de café. Et à côté de ça, la particularité, c'est qu'on associe un business model intégré avec une activité de transport maritime avec notre propre flotte de voiliers cargo. Et donc, ce sont vraiment des activités différentes, mais totalement complémentaires dans notre façon d'opérer, avec une activité terrestre qui est donc agroalimentaire. Et cette tentative, à travers notre activité maritime, d'apporter des solutions sur l'acheminement de nos matières premières, qui viennent, dans le cas du cacao et du café, forcément de loin, d'atténuer, à travers le mode de transport le plus vertueux que l'on a trouvé, qui reste aujourd'hui celui du vent, donc de réduire l'empreinte carbone de l'acheminement de ces matières premières. Donc ça, c'est vraiment ce qui différencie Grain de Sel. Et on est allé jusqu'au bout de la démarche, puisqu'effectivement, on a nos voiliers cargo qui nous permettent d'opérer sur des routes transatlantiques. On va en Amérique latine récupérer nos cacao et nos cafés. Et donc, l'origine de l'entreprise, elle part d'un constat, en fait, ces deux frères jumeaux, Jacques et Olivier Barrault, qui travaillaient eux-mêmes dans les énergies renouvelables, et en particulier les parcs éoliens offshore. Donc, ça a été une évolution assez naturelle pour eux de se dire, si on peut utiliser le vent pour générer de l'électricité verte, est-ce qu'on peut aussi, peut-être surtout dans le milieu maritime auquel ils étaient confrontés avec les parcs éoliens offshore,
est-ce qu'on ne pourrait pas aussi travailler sur l'exploitation du vent pour propulser des navires? Alors, ça fait des millénaires qu'on sait le faire, donc il n'y a rien de nouveau en soi, mais ce qui devient le vrai défi, c'est qu'il fallait réussir à le faire au XXIe siècle. Parce que ça fait depuis le début du siècle dernier qu'on a arrêté d'utiliser le vent comme moyen de propulsion pour transporter des marchandises à travers le monde, au bénéfice de, évidemment, navires motorisés qui ont l'avantage d'être beaucoup moins dépendants des aléas climatiques, et donc météorologiques, j'ai envie de dire plutôt, mais qui, au-delà d'avoir énormément d'avantages, représentent un inconvénient majeur qui est celui de l'impact environnemental, qui est multiple. Alors on pourrait parler évidemment des émissions carbone, qui est non négligeable, puisqu'on estime que à lui seul, le secteur du transport maritime représente environ 3% des émissions mondiales, l'équivalent d'un pays comme l'Allemagne, donc c'est clairement pas anodin, mais ça se passe dans les eaux internationales, donc c'est des choses auxquelles on ne pense pas vraiment et qui sont assez invisibles en fin de compte, mais c'est un vrai enjeu. Mais au-delà même des émissions de CO2, on va parler de plein d'autres choses. Donc il y a d'autres types d'émissions, des oxydes de soufre, il y a des impacts sur les écosystèmes marins, notamment à travers ce qu'on va appeler la pollution maritime, la pollution du bruit, et aussi potentiellement des impacts avec des cétacés. Donc ça, c'est parmi quelques-uns des plus gros impacts, mais il y a beaucoup de défis aussi à relever. Et donc le transport maritime a sûrement un rôle dans l'économie mondialisée et dans les échanges mondialisés. Il n'y a pas que du mal à travers ça, mais à condition de pouvoir le faire raisonnablement. Et nous, ce que l'on prône, c'est, tu faisais un petit peu allusion avec... d'accord pour manger un peu de chocolat ou boire un peu de café, mais à des doses qui sont... plus faible, où on se fait plaisir, nous, ça va rejoindre cette notion de consommer moins, consommer mieux, ce qui induit en fait un besoin de transporter moins, fondamentalement. Et lorsque l'on a quelque chose qui peut légitimement être transporté, et dans le cas du cacao et du café, peut-être qu'on se dit, bah ouais, on peut pas l'avoir en circuit court, en local, en France, donc à moins de s'en passer complètement, et certains font ce choix, mais pour la grande majorité d'entre nous, peut-être qu'il y a moyen malgré tout d'en consommer de manière raisonnable, à condition d'avoir, comme c'est le cas pour nous, des produits bio, en agroforesterie, avec des politiques de rémunération pour les cacaoculteurs et les caféiculteurs qui leur permettent de vivre dignement, et acheminer de manière à limiter les impacts carbone. Donc si on est capable de faire ça, à ce moment-là, on peut peut-être continuer à se faire un peu plaisir, parce que nous, on défend aussi, en tant qu'entreprise agroalimentaire, je dis souvent, le projet Grain de Sel peut séduire un petit peu intellectuellement. On peut se dire, waouh, c'est trop bien, c'est cool, j'adore la démarche, mais fondamentalement, on est un produit alimentaire. Et donc, il faut savoir aussi séduire les papilles gustatives. Sinon, les gens ne reviennent pas. La pire chose qui puisse arriver pour Grain de Sel, c'est votre idée est trop bien, par contre, vos produits ne sont pas bons. Et là, on a vraiment tout perdu si on ne peut pas faire ça. Donc, cette notion de plaisir, de gourmandise, pour nous, c'est pas forcément un gros mot. Il faut éviter, je pense, de rentrer dans la culpabilité ou de l'écologie punitive. Et il y a des moyens, tout en étant raisonnable, et ça c'est quand même un enjeu majeur. Je reviens à cette notion de transporter moins, transporter mieux, donc consommer moins, consommer mieux. Mais si on fait mieux et plutôt bien sur les enjeux qui sont les plus importants, peut-être qu'on peut quand même continuer à se faire un minimum plaisir avec des produits que l'on apprécie. Et vous avez combien d'employés ? Grain de Sel, alors ça dépend comment on calcule. Et je vais expliquer pourquoi. Il y a 3 façons de calculer chez nous. La première, ça va être sur le groupe en lui-même, qui représente 80 et quelques salariés. Mais dans ça, on a les salariés qui sont marins. Donc on a 2 entités différentes au sein de l'entreprise, parce qu'on n'a pas le choix légalement que de séparer ces activités-là. Autant dire que les conventions collectives pour les marins et celles pour l'agroalimentaire, c'est clairement pas les mêmes, donc on est obligé de séparer. Donc si on sépare les marins, on est sur une 60aine, donc basée sur l'activité agroalimentaire. Se rajoute à ça, comme je disais, les marins, et on pourrait avoir une 3e méthode de calcul qui impliquerait d'incorporer les travailleurs en situation de handicap qui, au quotidien, œuvrent avec nous dans notre usine. La seule raison pour laquelle on ne peut pas les considérer comme employés, même s'ils travaillent tous les jours avec nous, et ce qui représente une 15aine de personnes, c'est que c'est un accord et une convention que l'on a avec l'ESAT.
Donc ils sont officiellement pris en charge par l'ESAT, et nous on a un contrat avec l'ESAT. Donc si on rajoute ça, on est pas loin de 100 en fait. Okay. C'est quoi l'ESAT ? Alors l'ESAT, c'est un établissement de santé pour l'accueil de personnes en situation de handicap. Donc c'est un établissement qui est spécialisé, permettant l'ouverture et des débouchés professionnels pour des personnes en situation de handicap. Différents types de handicap peuvent être pris en charge. Généralement, les ESAT vont se spécialiser dans l'accueil de certains types de handicap. Celui en particulier avec lequel on travaille à Morlaix, qui s'appelle l'ESAT des Genêts d'Or, lui est spécialisé dans l'accueil de personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Donc c'est pas forcément des handicaps qui peuvent être perceptibles à visu, mais qui pour autant vont présenter des pathologies qui nécessitent un accompagnement particulier. Beaucoup sont autonomes, certains le sont un petit peu moins, et donc la structure va les accompagner autant sur leur insertion dans le milieu professionnel, et aussi bien dans l'accompagnement dans leur milieu, dans leur vie personnelle. Et donc nous, c'est un projet qui nous anime, parce que évidemment c'est très bien de faire beaucoup de relever des défis sur les enjeux environnementaux, mais pour nous c'est indissociable de l'équation sociale également. Donc il faut qu'on réussisse à être bon sur l'ensemble des critères pour d'un côté favoriser une approche plus responsable au niveau de l'environnement, et également une approche plus responsable au niveau de l'humain et de la façon dont on travaille. Ok, top. Donc au niveau de l'historique de votre activité, au début, vous aviez une production et une vente de produits pour financer le voilier cargo, c'est ça? Donc c'était le café au début que vous vendiez? Ouais, alors pour expliquer effectivement, donc l'idée initiale c'est de réussir à exploiter le vent, donc plutôt de faire du transport. Mais quand on a décidé de faire du transport, une question fondamentale se pose, qui est comment est-ce que je vais financer ce moyen de transport et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et en fait, les deux questions sont intimement liées, parce que si on répond à ce que l'on va mettre dedans, on potentiellement répond au moins partiellement à la question de comment je vais le financer. Et le défi avec la solution, ce qu'on appelait du vélic, donc c'est la voile, la difficulté du vent aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire, on sait le faire depuis toujours. On a des navires de course au large qui depuis toujours repoussent les limites techniques de ce que c'est de faire de la voile. Donc il y a énormément d'innovations et de technologies qui existent pour le faire. Et puis clairement tout le milieu de la voile de plaisance aussi, qui est évidemment plutôt mature en France. Donc ça, on sait le faire, mais la particularité de tous ces navires-là, c'est qu'ils sont petits. Donc, on sait faire du vent, oui, mais on sait le faire qu'à petite échelle. Et donc, un des défis de ça, c'est que ça imposait pour nous d'avoir des navires beaucoup plus petits que ce que l'on voit sur des routes transatlantiques en porte-conteneurs, par exemple. Avec des navires qui peuvent faire 200, 300, pour les plus gros, pas loin de 400 mètres. Et donc un navire qui fait 400 mètres, évidemment, va bénéficier d'économies d'échelle énormes. Et quand on a un navire qui est plus petit, le coût de transport à l'unité va être beaucoup plus élevé. Donc le défi que l'on a identifié très rapidement, c'était que si on arrivait avec une proposition sur le marché, avec un navire qui serait beaucoup plus petit, certes décarboné en utilisant le vent, mais donc beaucoup plus cher au transport, on n'imaginait pas pouvoir convaincre des clients potentiels de le faire. Et là, l'idée des deux frères, ça a été de se dire, il faut qu'on devienne notre propre client. En fait, il ne faut pas qu'on dépende du marché, il faut qu'on crée notre propre marché. Et donc, il faut qu'on remplisse nous-mêmes. Et ça nécessitait de créer un fonds de commerce terrestre. Et là, ça a été le gros point d'interrogation. Donc ce constat-là, il a été réalisé assez rapidement. Et après, la question, c'était, ok, alors qu'est-ce que nous, on pourrait faire? Et idéalement, transporter un produit qui nous permettrait de le transformer à l'arrivée en France. Donc cette action de transformation rajoutera de la valeur à un produit d'abord brut pour le transformer en produit fini. Et
l'espoir, c'était de pouvoir encapsuler dans le prix du produit fini, et donc la valeur qu'on va y rajouter, le coût du transport, et de le faire de manière raisonnable pour le consommateur final. Et en fait, quand on a fait la liste des destinations possibles et des produits que l'on pourrait potentiellement transporter, le cacao et le café se sont imposés comme des sortes d'évidences. Des produits du quotidien, des produits que l'on peut faire en bio, des produits qu'on ne peut pas avoir en local, des produits qui sont stables et donc qui peuvent supporter 3 semaines en mer sur nos navires, évidemment des produits à l'état brut que l'on pourra ensuite transformer en produits finis en France. Et donc ça cochait vraiment toutes les cases, mais ça nécessitait de devenir chocolatier et torréfacteur, chose que on ne savait pas du tout faire. Donc là, on s'est fait entourer. Les frères ont réussi à convaincre des experts de venir montrer en fait ce que c'était ce travail-là. On s'est équipé, on a acheté nos machines. Et puis après, voilà, ça a démarré comme ça. Et effectivement, ça démarre sur une promesse. Parce que on a dû inverser chronologiquement le développement de l'entreprise. Même si le point initial est réellement de faire du transport maritime décarboné, c'est chronologiquement devenu la dernière pièce qui est arrivée au projet. Donc il a fallu, lorsque l'on a présenté ou commencé à présenter les cafés, et effectivement on démarre par les cafés et ensuite le chocolat, il a fallu le faire sur une promesse en disant aux consommateurs bretons, initialement, parce qu'on était vraiment que sur la partie Bretagne au début, c'est en achetant nos produits, vous nous soutenez et vous permettrez un jour, avec un gros point d'interrogation même sur l'échéance, parce qu'on n'était pas trop sûr, vous nous permettrez un jour d'avoir le navire. Et là, c'était un sacré pari, audacieux, mais je pense fort de la qualité des produits intrinsèquement, et l'idée un petit peu tellement disruptive, tellement folle de ce que l'on proposait. Les gens disent oh chiche, c'est pas mal, c'est marrant. Ils nous ont un peu soutenus, même plus qu'un peu. Et après, charge à nous de réussir à concrétiser le projet maritime et vraiment faire coexister les deux activités au sein de la même entreprise. Et ça s'est fait en fin de compte assez rapidement. À partir de 2018, on signe le contrat avec un premier contrat avec un chantier naval pour la construction de ce qui est devenu le premier voilier cargo moderne au monde à être normé marine marchande internationale. Alors ça fait beaucoup à dire, je vais la simplifier. C'est un peu comme si on prenait une voiture antique, une voiture ancienne, puisque il y a encore certains de ces vieux navires en bois à voile qui existent, avec lesquels certains font du transport d'ailleurs de marchandises, un peu sur des routes comme nous on pourrait faire vers les Amériques. Mais ça reste des navires antiques, donc qui ne sont pas soumis aux mêmes normes. Et si on veut construire une nouvelle voiture aujourd'hui, il faut forcément la faire aux normes. Donc c'est pour ça que certaines anciennes voitures n'ont pas de ceinture, par exemple. Elles ont tout à fait le droit de conduire sur la route, alors qu'une voiture moderne est forcément équipée d'une ceinture. C'est juste un petit exemple, mais ça montre en fait qu'il y a des dérogations qui sont autorisées pour des navires ou des voitures anciennes, et qu'à partir du moment où on fait une construction nouvelle, il faut se conformer à toutes les règles en place. Et donc le défi, ça a été que, j'ai expliqué en préambule tout à l'heure, que ça fait plus de 100 ans qu'on a arrêté de faire du transport de marchandises à la voile. Donc toutes les réglementations depuis plus de 100 ans ont été rédigées dans le sens de navires motorisés, les porte-conteneurs que l'on connaît, et donc ne sont absolument pas adaptés à faire de la voile moderne. Donc il a fallu en fait concevoir ça. Donc il y avait deux gros défis à soulever ou à relever. Le premier, c'était techniquement, parce que si on sait faire de la voile de plaisance ou de la voile de course, on ne sait pas pour autant vraiment faire du transport de marchandises de manière modernisée. Donc il y avait un défi technologique de réussir à concevoir ces nouveaux navires du 21e siècle qui vont transporter des marchandises à la force du vent. Et le deuxième, c'est l'enjeu réglementaire, législatif, réussir à faire ça. Et donc, on s'est rendu compte que personne n'avait été assez fou de le faire avant nous. Donc, on l'a fait pour de vrai avec un premier navire qui était un petit navire, un 24 mètres, pour une capacité de transport de 50 tonnes. Et effectivement, on a un peu essuyé les plâtres et on a fait aussi accessoirement bouger les lignes. Donc, c'était un petit navire volontairement, on pourrait l'appeler un prototype ou un démonstrateur, mais qui nous a permis de vraiment lancer l'activité, de démontrer que c'était possible,
Et à l'échelle de l'entreprise, c'était un investissement que l'on pouvait assumer parce qu'évidemment un navire plus gros coûte plus cher. Donc on a démarré assez volontairement petit, ce qui était une forme de limite de prise de risque pour l'entreprise. Et après, on a pu envisager faire un navire plus gros par la suite. Et là, on en a encore un troisième plus gros qui est prévu. Et donc, on y va aussi par étapes, en s'appuyant sur nos retours d'expérience, sur nos savoir-faire. Et paradoxalement, on est plus serein aujourd'hui quand on conçoit des navires beaucoup plus grands que notre premier, parce qu'on est justement capable de s'appuyer sur ce que l'on a déjà appris en cours de route et tous ces retours d'expérience de terrain. Et donc ce qui est intéressant, c'est que non seulement nous on apprend, mais le marché autour de nous et l'écosystème autour du Vélic se constitue. Donc des nouvelles technologies arrivent, des équipementiers innovent, des chantiers navals font des choses, et ce qui fait que même nous on est aussi en capacité d'intégrer ces évolutions qui arrivent sur le marché et de repousser de plus en plus loin les limites du Vélic avec des navires qui deviennent vraiment intéressants sur des dimensions qui vont dépasser les 100 mètres. Et donc ça commence à vraiment faire bouger les lignes, parce que un des reproches qu'on pouvait nous faire initialement, c'est c'est marrant votre petit bateau, quoi. En gros, c'est pas ça qui va changer la donne. Oui, mais c'était malgré tout une étape nécessaire pour engendrer cette dynamique, montrer que c'était possible, démontrer, j'ai envie de dire même que c'était possible. Et puis après, les choses s'organisent autour de ça, mais on démarre forcément petit avant d'avoir un impact plus gros. Mais symboliquement, c'était malgré tout extrêmement important. Donc votre premier cargo, il a fait sa première traversée en 2020, au départ de Saint-Malo. Et pour optimiser et pas partir à vide, vous transportez pas, en fait, au retour vous transportez du café, du chocolat, mais à l'aller vous transportez aussi, vous partez pas les cales vides, transportez d'autres produits. Exactement, en fait, tu as tout compris. Sur le chemin ce qu'on va appeler les flux import, en fait, sur le chemin du retour vers la France, et tu as dit Saint-Malo. Saint-Malo est notre port d'attache pour nos activités maritimes. On savait très bien ce qu'on allait mettre dans le bateau, ça c'était évident, c'était clair. Et c'est un peu plus tard, quand on avait un peu avancé dans le projet, que le bateau était déjà lancé en construction, qu'on s'est dit ok, maintenant alors ah oui, faut traverser d'abord. Et c'est absolument dérisoire de penser qu'on allait traverser à vide, ça n'a aucun sens. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Donc on a initialement voulu exporter des vins français. Donc on est allé très loin dans la démarche, à sélectionner les vins nous-mêmes. Des vins bio d'ailleurs. Alors des vins bio, exactement, vins bio, biodynamiques, français, qui rejoignent un petit peu la même philosophie que le cacao et le café, c'est-à-dire que si le consommateur américain veut déguster du vin français, il n'y a que deux options, soit il vient en France, soit il faut bien que ça arrive jusqu'aux États-Unis d'une façon ou d'une autre. Alors ils ont accessoirement du bon vin américain aussi, mais la France étant connue et reconnue pour ses vins, soit on dit les Américains vous n'avez pas le droit d'en boire, soit on essaye de travailler justement sur l'acheminement de ces produits pour avoir un impact moindre. Donc nous on s'est dit ça c'est plutôt pertinent, ce sont des produits qui pourront faire plaisir aux Américains, qui sont légitimes à transporter, qui résisteront bien au trajet aussi, etc. Donc on a fait ce travail-là de sélection, de transport, et même on allait jusqu'à assurer la commercialisation arrivée de l'autre côté aux États-Unis. Et ça nous a permis de lancer un petit peu le processus, et avec l'arrivée, donc nos navires, on n'est pas très novateurs sur les noms, c'est Grand Sail 1, Grand Sail 2, et le prochain ce sera Grand Sail 3. Donc avec Grand Sail 1, donc ce petit navire, on a lancé cette dynamique-là, et ce qui a été la bonne surprise, je disais tout à l'heure que des navires plus petits ont des coûts de transport plus élevés, et donc on n'avait pas vraiment imaginé que des clients externes pouvaient potentiellement être intéressés par cette solution-là. Et ce qui a été surprenant, c'est qu'on a eu énormément d'appels de clients potentiels nous demandant est-ce qu'on peut aussi charger. Et on a dit oui. Enfin, en fait, on savait pas trop comment répondre initialement. On a fait quelques tests avec des clients externes. Et après, très rapidement, on a été confronté à cette fameuse réalité du coût.
Et on avait lancé très rapidement le projet de Grand Sail 2, donc un navire de 52 mètres pour une capacité de transport de 350 tonnes. Donc ça, c'est un vrai changement d'échelle pour nous, qui venait évidemment réduire les coûts de manière assez significative par rapport au premier navire. Et donc là, on a officiellement ouvert les cales à des clients externes à partir de 2024, lorsque le navire a été mis en service. Donc aujourd'hui, on n'est plus nous-mêmes en train d'acheter les marchandises. Là, on fait vraiment une prestation de transport décarboné pour des clients. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de massifier un petit peu l'impact, puisque c'est plus juste pour Grand Sail aujourd'hui, c'est aussi ouvert à d'autres clients, donc on est plutôt satisfait de ça. Et ça ouvre aussi les typologies de produits. Donc on transporte vers les États-Unis des produits issus du savoir-faire français. Et aux États-Unis, on assure un transport humanitaire de matériel médical, alors principalement du matériel médical. Il y a du paramédical aussi, mais avec une fondation basée à New York qui fait de la collecte de ces matériels auprès de cliniques et d'hôpitaux de la région. Et on les livre dans les îles, donc dans les Antilles, dans les Caraïbes, pour soutenir des communautés locales qui ont forcément des difficultés à s'approvisionner, la logistique étant toujours plus compliquée lorsqu'on est insulaire, et d'autant plus lorsqu'on est insulaire et pas très riche. Donc il y a des vrais besoins, et ça correspond, je pense notamment à des cas avec la République dominicaine, ça correspond aussi à des zones de production de nos matières premières. Donc ils sont producteurs de cacao, ils sont producteurs de café, et donc ça nous permettait aussi de un peu boucler la boucle sur ça et soutenir les communautés qui nous approvisionnent. Donc c'est un projet on a essayé d'utiliser à bon escient en fait, quand on fait ce trajet, de ne pas voyager à vide et de maximiser en fait l'utilité de ce moyen de transport. Ok, génial. Je me posais la question par rapport à un cargo standard, parce que là tu nous parles de 350 tonnes pour le Grand Sail 2. Un cargo standard, voilà, un porte-conteneur, tout ça, ça peut transporter combien à peu près de charge? Et quelle est la différence d'émissions de gaz à effet de serre entre les deux types de transporteurs? Sur les routes transatlantiques, je parlais de navires qui peuvent faire jusqu'à 400 mètres, ça c'est plutôt des navires qu'on va retrouver sur du transpacifique, donc plutôt sur les routes asiatiques. Sur du transatlantique, où les distances sont malgré tout plus faibles par rapport au transpacifique, on est sur des navires qui sont plutôt entre 200 et 300 mètres, et donc qui vont transporter 10 à 15 000 environ conteneurs. Donc on les appelle aussi de manière un peu dérisoire parfois des boîtes. Donc 10 à 15 000 boîtes, conteneurs. Et nous, en équivalent volumétrique, puisque nous on fait du transport à la palette, donc on n'est pas sur du transport de conteneurs, mais en équivalent volumétrique, on peut calculer, on est sur une vingtaine de conteneurs sur Grand Sail 2. C'est vraiment très petit encore objectivement, donc c'est un très gros voilier. Et il faut le voir pour se rendre compte, c'est vraiment dimensionné pour. Donc c'est un très gros voilier, mais c'est un petit conteneur, ou pas, un petit navire de charge, on pourrait dire. Donc l'objectif avec Grand Sail 3 va être de basculer sur un navire qui fait 110 mètres, qui pourra transporter, là on passera sur du transport de conteneurs et non plus à la palette, et qui frôlera les 3000 tonnes, les 200 conteneurs. Donc pour nous, c'est encore une fois un bon massif. Et la stratégie de Grand Sail a toujours été de faire ce qu'on pourrait appeler du pur vélique. Donc c'est vraiment des navires qui sont conçus comme des vrais voiliers, dont la propulsion principale, j'ai envie de dire quasiment exclusive, est le vent. Hormis les manœuvres dans les ports, en fait c'est à peu près les seules limites. Donc il y a bien un moteur sur le navire, mais c'est vraiment utilisé pour les manœuvres dans les ports. Le reste du temps on est au vent, et donc ça nous permet de décarboner massivement. Il y a plusieurs façons de calculer. Une des méthodes consiste à prendre les grammes de CO2 émis par tonne transportée par kilomètre parcouru. Et donc sur les gros navires que l'on va voir en transatlantique, les fameux 200 à 300 mètres,
c'est dur d'avoir un chiffre très précis, mais on va être entre 10 et 20 grammes d'émissions, enfin de CO2 émis par tonne par kilomètre parcouru. Nous, puisqu'on a une approche très radicale, on va être à moins de 2 grammes. Donc on a des réductions d'émissions de 90%. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Donc il faut avoir une approche radicale pour optimiser le bilan carbone. Parce qu'accessoirement, comme ces navires transportent tellement, ils finissent par être plutôt efficaces. Donc ça revient à ces fameuses économies d'échelle. Parce qu'ils transportent tant, ramener à l'unité de poids qui est la tonne, en fin de compte, les émissions carbone ne sont pas folles. C'est même moins qu'une voiture. Mais, comme je disais tout à l'heure, si on retire un petit peu ces économies d'échelle, on se rend compte qu'en valeur absolue, c'est énorme, puisqu'on est sur 3% des émissions carbone au niveau mondial. Oui, et puis c'est des quantités de pétrole, enfin de fuel qui sont phénoménales, quoi. Exactement, donc c'est du fuel lourd, et comme j'évoquais, il y a plein d'autres inconvénients aussi, dont les oxydes de soufre qui vont être émis. Donc le problème est quand même malgré tout important, et il ne faut pas, je pense, juste s'arrêter à cette donnée, même si c'est une donnée importante. Mais si nous on est capable de réduire les émissions carbone de plus de 90%, c'est zéro sur les oxydes de soufre, donc là c'est 100% de réduction. C'est au niveau du bruit et de la pollution la pollution sonore des océans, on fait pas de bruit à part le bruit de la glisse. Et donc ça aussi, en fait les avantages sont multiples à partir du moment où on adopte un mode de transport qui est beaucoup plus vertueux et respectueux de l'environnement. Oui, et puis vous êtes des pionniers, donc on peut dire que peut-être ça va se développer petit à petit, il va y avoir de plus en plus de bateaux comme vous. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de vent ? C'est quoi le pourcentage de moteurs que vous utilisez sur une traversée, et combien de temps ça prend une traversée ? Ouais, alors je vais parler plus de Grand Sail 2 comme référence. C'est un peu contre-intuitif, mais navire plus grand navigue plus vite. Et donc un navire plus grand comme Grand Sail 2, alors plus grand par rapport au premier que l'on avait, va nous permettre de traverser l'Atlantique autour de 18 jours. Donc on dit 18 jours, plus ou moins 3 jours, donc on peut le faire en 15 jours quand les conditions sont vraiment exceptionnelles et que le vent est très fort et qu'on avance vite. Et puis s'il y a un petit peu moins de vent, ça peut être 20-21 jours, mais 18 jours en moyenne. Donc 18 jours d'ailleurs, c'est pas beaucoup plus que ce que font les porte-conteneurs qui vont traverser l'Atlantique en 10 à 12 jours. Donc on n'est pas si loin que ça en fin de compte. Donc la notion de temps n'est pas un vrai argument en fin de compte. Mais quand il n'y a pas de vent, et ce qui arrive inévitablement, alors déjà on utilise, il y a plusieurs choses. Faut imaginer que quand je dis un voilier cargo moderne, ce qui change par rapport à des vieux gréements, c'est qu'effectivement on utilise des matériaux on va dire modernes, comme de l'aluminium pour la coque, chose qu'on ne faisait pas il y a quelques centaines d'années, évidemment. On utilise des systèmes satellitaires pour guider le navire et avoir de la communication à bord. On a tous les systèmes électroniques à bord, notamment des systèmes de sécurité avec des caméras, des systèmes de télé interne pour voir ce qui se passe à tous les niveaux, etc. Donc en fait, je ne vais pas dire c'est bourré d'électronique, je n'irai pas jusque-là, parce qu'on est plutôt parcimonieux, mais par contre, on ne se prive pas d'utiliser, évidemment, tout qui va améliorer et sécuriser nos actions et nos activités. Donc on bénéficie de routage avec des routeurs qui sont basés sur Terre et qui 24 heures sur 24 échangent avec les marins à bord pour donner les meilleures prévisions possibles et donc optimiser le trajet pour éviter principalement deux choses. C'est trop de vent. Alors nos navires peuvent aller dans des 40 nœuds établis avec des rafales à 60-70, aucun souci.
Mais au-delà, c'est vrai que ça commence à poser des risques. Et puis même pour la condition des marins, quelques jours de ça va. Si c'est 7-8 jours de ça, au bout d'un moment, ça commence à tirer sur les systèmes aussi, sur les marins, au-delà même de la fatigue physique du navire, mais sur les marins eux-mêmes. Donc on va être vigilant à ne pas avoir des conditions qui sont vraiment trop fortes et qui pourraient potentiellement mettre en risque l'équipage ou le navire. Et puis, de l'autre côté, évidemment, on va limiter les zones de pétole où il n'y a pas de vent, parce que là, c'est compliqué. Donc sur un trajet en transatlantique, il y a inévitablement quelques heures, une demi-journée, voire jusqu'à 48 heures, pas forcément continu, mais il va y avoir des poches. Il peut y avoir une ou deux poches où ça va être plus compliqué, où il n'y aura pas de vent. Et quand il n'y a pas de vent, on attend. En fait, tout simplement. Donc on n'utilise pas le moteur pour propulser le navire. Dans le, entre guillemets, le pire des cas, s'il n'y a pas de vent mais qu'il y a de la houle, ce qui arrive, parfois on est contraint d'allumer le moteur pour pouvoir diriger le navire afin de prendre la houle dans le bon sens. Sinon ça va tanguer énormément, ce qui peut ça crée du roulis, ça peut mettre un peu en péril le navire, ou en tout cas pour les marins c'est vraiment pas agréable. Donc parfois il y a juste un peu pour stabiliser et orienter le navire, mais on s'en sert pas pour avancer. De toute façon il n'y a pas assez de gasoil à bord pour traverser l'Atlantique, donc il y a intérêt de savoir faire de la voile. Une question qui me vient, c'est est-ce que du coup vos produits ne sont pas trop chers, puisque on peut se dire voilà, avec tout ce que ça implique là comme contrainte de ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, on peut se dire que le prix finalement du café ou du chocolat sera hyper cher. Mais est-ce que c'est le cas ou pas? Non et oui, ou oui et non. Déjà, je pense que quand on est sur des produits bio en agroforesterie avec des politiques de rémunération dignes pour les cacaoculteurs et les caféiculteurs, on est forcément sur un prix qui reflète mieux la réalité des choses que sur des produits bas de gamme. Donc en fait déjà ça dépend de quel référentiel on va prendre. Et donc j'ai envie de dire que la valeur, plutôt que parler de prix, est-ce que c'est cher ou pas cher, on va dire que la valeur est juste. Et donc juste veut aussi dire sûrement plus élevé que ce que l'on constate à cause de pratiques qui, elles, ne sont pas vertueuses et respectueuses. Donc déjà, je pense qu'il y a un problème de référentiel où on a été habitué à des prix qui ne reflètent absolument pas les bonnes pratiques et qui sont artificiellement bas, en l'occurrence, en plus, accessoirement, avec souvent des qualités de produits qui sont pas du tout bonnes. Oui, parce qu'il faut dire aussi que souvent le chocolat qu'on mange, il vient d'Afrique, et donc ça occasionne beaucoup de déforestation, alors que le chocolat d'Amérique du Sud, on va dire d'Amérique centrale, là il y a moins de déforestation, voire pas du tout. Et exactement. Et vous allez vous approvisionner là-bas. Exactement, une des grosses différences. Alors on va pas incriminer toute l'Afrique, mais c'est en particulier le cas pour la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont accessoirement les deux plus gros producteurs au monde. Effectivement, il y a eu, on a rasé des forêts entières et on a planté des cacaoyers en monoculture, culture intensive, avec évidemment tout ce qu'on peut imaginer qui va avec, pesticides, etc. Et donc ça, ce sont des pratiques agricoles qu'on ne retrouve pas effectivement en Amérique latine, où on va avoir très souvent plutôt une approche en agroforesterie, donc avec différentes cultures qui coexistent. Et où le cacao peut être une partie de la façon de se rémunérer des producteurs, mais aussi avec des produits plutôt de la culture vivrière, des fruits, des légumes. Donc ça peut être, alors les avocats techniquement sont des fruits, mais on les consomme plutôt comme des légumes. Et donc ça va leur permettre de compléter leurs revenus avec différents types de cultures. Et ces systèmes agroforesterie, effectivement, n'impliquent pas de raser des forêts. Et en plus, on est beaucoup plus souvent sur des approches familiales, donc des petites cultures familiales versus des gros industriels qui investissent et prennent un peu le dessus sur le territoire. Donc, pour revenir à la question du prix, donc, je pense qu'on est forcément plus élevé, même indépendamment de tout ce que l'on fait nous, à partir du moment où on a une approche plus vertueuse sur la sélection du produit et la façon dont il est travaillé à l'origine. Pour autant, cet écart-là n'est pas
est pas, je trouve, hors de portée, pardon. Mais pour le transport à la voile en particulier, ça représente à peu près 10 à 12 centimes d'euros rajoutés, donc supplémentaires, qui sont directement imputés au voilier cargo. Donc je trouve que sur une tablette qui va être 3 euros, 3,50 €, dire 10-12 centimes de ça, ça va à ça. Se dire aussi que derrière, il y a un projet social sur l'intégration de personnes en situation de handicap, sur des politiques de rémunération pour les producteurs, etc. Et le soutien aussi accessoirement d'une PME locale bretonne, parce que nous, effectivement, quand on produit dans nos usines, on n'a pas les mêmes coûts de production que des gros faiseurs qui, évidemment, produisent beaucoup plus dans des conditions parfois pas géniales. Nous, on ne travaille pas en 3-8, enfin, on fait plein de choix aussi sur la dimension sociale. Et si on faisait d'autres choix, on pourrait évidemment réduire certains de nos coûts. Donc quand on fait tout ça de manière un peu raisonnée et raisonnable, inévitablement ça a un impact sur le prix final. Mais in fine, je trouve que par rapport à ce que l'on fait, nos prix sont vraiment plutôt accessibles, et c'est une volonté. Ça ne veut pas dire que ça ne coûte pas quelque chose, ça on est d'accord. Mais notre volonté est aussi, dans un projet qui veut être responsable et durable, la dimension de l'accessibilité du prix est importante. Parce que si c'est inaccessible pour, on va dire, une majorité, je ne dis pas forcément pour tout le monde, ça c'est évidemment très personnel, le pouvoir d'achat individuel, mais objectivement, nos tablettes de chocolat à 3 euros, 3,50 € restent quand même accessibles à une grande partie de la population. Et ça, c'est important, parce que si on n'est pas accessible, ça va contre cette idée de la durabilité accessible et sociable. Sinon, c'est juste une niche, et donc l'impact est mineur. Donc nous, c'est vraiment notre objectif de travailler sur, certes, d'un côté, on va dire, la vertuosité de notre approche, et de l'autre, une équation financière permettant l'accessibilité de nos prix. Et on pourrait sûrement être plus cher, mais c'est clairement pas notre stratégie. On fait tout pour réduire le prix justement au maximum. Et puis on revient à ce que tu disais au début, consommer moins mais mieux. D'ailleurs, dû au réchauffement climatique, on va avoir en ce moment des prix du café et du chocolat qui vont augmenter à cause des pertes de rendement. Donc voilà, ça revient aussi à ce raisonnement de dire de toute façon les prix vont augmenter mécaniquement, donc consommons-en moins mais du meilleur. Ça c'est un vrai défi actuellement, donc qui vient se rajouter à tout ce que l'on fait nous. Mais effectivement, depuis 1 an et demi, les cours du cacao ont dans certains cas jusqu'à quintuplé. Donc ils ont fait x5, là ça a rebaissé un petit peu, on est plutôt sur du x3 actuellement. Mais ça c'est vraiment le cours du cacao lorsque nous on l'achète en tant que chocolatier. Et donc ça, inévitablement, on est obligé de répercuter, et pourtant on fait des efforts pour ne pas répercuter l'entièreté des augmentations. Donc on prend sur nos marges pour que justement le consommateur puisse continuer à avoir accès à ces produits-là. Mais oui, on n'a pas le choix en fait. Et donc ça va être d'autant plus difficile parce que nous, on était déjà un peu en haut du panier en termes de tarification, ce que je vais appeler sur du mass premium. Donc ce sont des produits qui sont... on n'est pas juste dans une chocolaterie, on est plutôt assez largement distribué. Donc c'est vraiment notre stratégie. Donc quand on est sur un marché de distribution un peu de masse, mais on est quand même un premium sur ce segment-là, on rentre dans des défis justement tarifaires, de pricing, où si nos prix sont trop élevés, ça peut avoir un effet négatif sur la consommation. Et donc si les gens consomment tout simplement moins de chocolat et donc moins de grains de sel, c'est pas un souci. Ce qui est sûrement en train de se produire, c'est plutôt qu'il y a du report
Donc on se détourne d'un produit qui est vertueux, que l'on apprécie, vers d'autres produits. Et donc là, il y a un enjeu de pédagogie, d'explication en fait, sur pourquoi le chocolat augmente, qu'est-ce que c'est que du vrai bon chocolat, et après il y a évidemment toutes les valeurs sur l'entreprise en elle-même. Mais tout ça, c'est pas forcément évident à expliquer. Ouais, après vous le faites aussi par rapport à vos packaging. En fait, moi personnellement, c'est comme ça que je vous ai découvert. En fait, j'ai vu le packaging de la tablette de chocolat avec le voilier, etc. Vous expliquez un peu succinctement ce qui se passe au niveau du packaging, et du coup, on n'achète pas que du chocolat quelque part. On achète aussi un projet, on achète du rêve, on achète une manière de voir la société plutôt moderne et qui va dans le sens de la durabilité. On parle souvent de un peu faire embarquer les gens dans l'aventure. Ouais, voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, et si on a réussi avec toi, tant mieux. Voilà, donc c'est franchement bravo. Et où est-ce que vous êtes distribué ? Est-ce que vous êtes distribué ailleurs qu'en Bretagne ? Aujourd'hui, oui, on est sur quasiment un tiers de la France en termes de répartition géographique. Donc ça va faire de Lille en passant par Paris, Tours et Blois jusqu'à Bordeaux, grosso modo. Et depuis plus récemment, on a ouvert une zone sur Lyon et Grenoble. Donc progressivement, on s'étend. Plutôt dans les magasins bio ? Et pas que, d'ailleurs, même plus dans la grande distribution. Ça a été un choix qui nous a été reproché parfois, mais je vais expliquer notre raisonnement. D'un côté, on a des besoins capitalistiques qui sont assez intenses sur le maritime. Le second navire a coûté 10 millions d'euros, Grain de Sel 3 est projeté 35-40 millions d'euros. On reste une PME, donc ce sont des montants qui sont très importants à notre échelle. Donc on avait besoin de générer du chiffre d'affaires pour pouvoir engranger cette dynamique. Et c'est vrai que les volumes aujourd'hui sur le chocolat se trouvent plutôt sur la grande distribution. Et l'autre idée que l'on avait, là un petit peu plus militante, c'était que si la majorité des Français font leurs courses dans ces réseaux-là, en fait c'est important d'être un acteur de changement depuis l'interne directement. Et donc évidemment c'est bien et c'est important aussi d'être dans des réseaux spécialisés. Mais ce qui est aussi intéressant, et de manière complémentaire, c'est d'être devant monsieur, madame, tout le monde qui fait ses courses et qui est peut-être moins engagé sur toutes ces problématiques. Et là, peut-être qu'on en touche quelques-uns. Donc nous, il n'y a pas d'incompatibilité entre tous ces distributeurs, bien au contraire. Et l'objectif, c'est d'ici 2 à 3 ans d'être disponible au national. Et on a des belles, pas en dire surprises, mais en tout cas on a des belles histoires. Et par exemple, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aller en Isère, à Grenoble? Lyon, c'est peut-être un peu plus logique parce que c'est une des plus grosses villes françaises, ok. Mais Grenoble, peut-être un peu moins intuitif. On fait de la vente de nos chocolats sur notre site également, alors chocolat et café. Et depuis longtemps, en fait, l'Isère est numéro 1 des départements en France pour nous sur notre site. Au niveau des ventes. Ouais. Sur le site. Ah oui. Alors contre-intuitif. Alors, franchement, comment est-ce qu'on l'explique? Comment on l'explique? Alors ça a été, j'ai pas une explication certaine, mais j'ai des hypothèses. Une des hypothèses, c'est que Grenoble a été la première grande ville de France à élire un maire écolo. Toute la zone de Rhône-Alpes, du Rhône en particulier, et évidemment les Alpes sur tout ce qui se passe au niveau des montagnes, sont directement impactés par les questions de pollution et les questions de dérèglement climatique. Et donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'effectue et qui s'opère dans ces zones-là, avec une sensibilité peut-être plus même accrue que dans d'autres régions où peut-être qu'on est un peu épargné par certaines choses. Je pense que c'est le cas un peu en Bretagne. Quand il fait plus chaud ici, les gens ont tendance à être contents, paradoxalement. Quand il fait plus chaud en montagne, c'est beaucoup plus inquiétant. Et là, on comprend, je pense, de manière beaucoup plus tangible les impacts. Et donc, pour un projet qui est très clairement ancré, pour ne pas utiliser l'analogie, mais malgré tout ancré dans une proposition maritime,
de se retrouver aussi plébiscité dans une zone montagneuse, c'est vrai que nous, ça nous a surpris. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, l'eau et la mer, je pense qu'il y a des valeurs très communes. Pardon, la mer et la montagne, il y a des valeurs communes. Et donc, on s'est dit, allez, on va aller là, parce qu'a priori, on est attendu. donc, merci aux Isérois et aux Grenoblois. Ouais, c'est génial, ça montre que c'est aussi un acte militant d'acheter ce genre de produit. On peut l'associer à ça. Je parle parfois du consommateur, où on fait d'un acte d'achat effectivement un acte politique, un acte engagé, et peut-être même un acte philosophique dans certains cas. Donc les choix que l'on fait, on ne peut pas tout imputer, on peut pas, c'est pour ça que je disais tout à l'heure de ne pas culpabiliser, mais on a malgré tout en tant que consommateur une responsabilité. Quand on dit consommer moins, consommer mieux, je rajouterais aussi produire moins, produire mieux. Donc là, on décale la responsabilité quand même à ceux qui sont aux premières lignes de ce que l'on propose et ce que l'on met sur le marché. Donc je pense qu'il y a un choix en amont sur ce que l'on est prêt à produire ou pas. Et puis après, malgré tout, le consommateur peut tout à fait choisir. Personne ne nous force de dépenser de l'argent d'une certaine manière ou d'une autre. Personne ne nous force à prendre un produit ou un autre, ou même à juste prendre un produit. Donc évidemment que si les industriels, et je rajouterais les politiques dans l'histoire aussi, prennent de meilleures responsabilités, je pense que ça peut assainir un peu les options et le marché en lui-même. Mais le consommateur, en bout de ligne, si on n'achète pas quelque chose, il n'y aura plus de marché pour ça, tout simplement. Donc effectivement, l'acte d'achat est un acte militant. Alors en termes de santé, puisque le podcast est quand même basé sur la santé préventive, donc je précise juste que le chocolat et le café, c'est riche en tanins antioxydants, donc c'est intéressant pour la santé. Et je me permets de faire une petite suggestion à grain de sel. En fait, peut-être vous savez ça, mais le chocolat, dedans, il y a un composant qui s'appelle les oxalates, qui sont des molécules qui sont agressives pour le corps humain et qui peuvent entraîner d'ailleurs des calculs rénaux. Souvent dans les calculs rénaux, c'est de l'oxalate de calcium. Donc il y a un truc en naturopathie pour éviter que les oxalates deviennent néfastes pour le corps, c'est de manger des graines de courge en même temps. Donc voilà, je me permets de vous passer l'info parce que moi en tant que consommateur un petit peu de chocolat, je me dis tiens, d'habitude j'essaie de manger des graines de courge en même temps. La graine de courge se marie très bien au chocolat. Donc, ça pourrait être, puisque je sais que vous avez un chocolat avec des graines de sésame par exemple, oui, qui est excellent d'ailleurs, que je recommande. Et bien peut-être vous pourriez essayer. On le fait. Alors on le travaille déjà. Avec des on le travaille déjà en praliné, donc en petite production que l'on fait uniquement en mise en vente dans notre chocolaterie à Morlaix. Effectivement, ça se marie très bien et on a fait plusieurs tests au niveau du développement de produits sur des recettes avec de la graine de courge. Donc c'est déjà bien identifié chez nous. Il faut réussir à le trouver. Trouver la recette qui va bien fonctionner mais oui, effectivement, c'est un bon produit. En tout cas, il y a une carrément. Un peu de santé. Alors du coup, ça tu me l'apprends. Donc il y a peut-être une raison supplémentaire. Je veux bien. Voilà. C'est quoi votre produit phare ? Le produit phare, c'est quand même un grand classique, je crois. C'est le chocolat noir, donc en 62% avec de la fleur de sel. Excellent. Et d'ailleurs, en allant à Paris l'autre jour, j'ai pris la voiture pour aller à Paris. J'ai vu que vous étiez en vente dans les stations-service sur la route entre Vannes et Paris. On nous a posé la question, on s'est même posé la question initialement, est-ce que on était prêt à être mis en vente dans des points de vente comme ça. Et en fait, assez rapidement, on s'est dit, il y a encore une fois pas forcément d'incompatibilité pour nous. Donc si les gens s'arrêtent là, autant qu'ils prennent un produit comme le nôtre,
Et la preuve, tu t'es arrêté, donc tu nous as vu. Alors, je ne sais pas si tu en as acheté là ou pas. Mais ça reste en fait, hélas, aujourd'hui, par rapport à nos modes de transport individuels, ça reste un endroit qui est obligatoire. Et ce sont des points d'étape où il y a effectivement de l'achat. Et donc, s'il y a de l'achat, autant que ce soit, et accessoirement, l'entreprise avec laquelle on travaille, qui est responsable pour les stations-service sur l'ouest de la France, est super engagée en fait sur la sélection des produits qu'ils mettent. Donc énormément de produits locaux, énormément de produits engagés. Et c'est vrai que c'est un petit peu contre-intuitif. Et nous, on s'est dit, chiche, on y va. Et parfois, ça nous est un peu reproché, mais on peut pas être, on peut pas contrôler tout en fait. À un moment donné, il faut aussi accepter les choses telles qu'elles sont un minimum. Et encore une fois, au moins, ma seule satisfaction dans cette histoire-là, c'est que si effectivement quelqu'un qui aurait pris un autre produit chocolat d'une autre marque moins disante, et ben là ils avaient l'option et peut-être qu'ils ont pris la nôtre. Et ben ça c'est mieux pour tout le monde. Non, exactement. C'était pas un reproche d'ailleurs de ma part. Quelques questions pour terminer. Quels sont les projets de l'entreprise ? Alors j'ai mentionné Grain de Sel 3 à plusieurs reprises, j'y reviens juste vite fait. Donc Grain de Sel 3, c'est un navire de 110 mètres, 200 conteneurs, quasiment 3000 tonnes de capacité d'emport, qui va bénéficier d'une nouvelle technologie sur ce qu'on appelle les gréements, donc c'est les mâts et les voiles, qui s'appelle Solid Sail. Donc c'est fabriqué au chantier de l'Atlantique, donc à Saint-Nazaire. Et ils ont développé un système de gréement avec des voiles rigides. Donc ce sont des panneaux. Donc c'est quand on est sur des mâts qui font 50-60 mètres, il faut imaginer que ça représente énormément de tissus. Et ces tissus, plus ils sont grands, plus ils ont tendance à se déformer. Et donc là, on est sur des tailles de navires où le tissu n'est plus vraiment la meilleure solution. Et donc nous, on va pouvoir incorporer ce nouveau système de gréement. Ce qui ouvre énormément de possibilités. Ce sera un navire qui aura autour de 4000 mètres carrés alors j'ai envie de dire de voiles, mais de panneaux. C'est peut-être alors voiles et panneaux, parce qu'on va avoir les deux. Il y aura aussi des petites voiles. Et donc ça, c'est un projet qui est super intéressant pour nous, parce que on va être en capacité. Ce qui est important, c'est que si on augmente la dimension du navire, c'est de maintenir un ratio favorable sur la capacité vélique, donc, ou sur on l'appelle parfois le moteur vélique. Donc si le moteur vélique, c'est-à-dire les voiles, peu importe la conception des voiles en elles-mêmes, il faut que les voiles soient suffisamment puissantes pour faire bouger le navire, qui est lui beaucoup plus gros. Et donc là, c'est un navire qui aura 3 mâts avec les fameux panneaux de Solid Sail. Et donc ça va être une vraie très grosse évolution, non seulement pour Grain de Sel, mais pour l'industrie de manière générale, tout comme Grain de Sel 1 l'avait été. Donc ça, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, qui devrait être démarré courant d'année prochaine, donc 2026, pour une mise en service grosso modo 2 ans plus tard, donc 2028. Et en plus de ça, donc sur la dimension agroalimentaire, il y a un projet de construction d'une seconde usine à Dunkerque, qui a vocation pour nous de venir suppléer notre activité morlaisienne, avec l'objectif de réduire les écarts entre une unité de production et des bassins de consommation. Donc par exemple, on divise quasiment par 2 la distance pour approvisionner le bassin parisien. Ça nous ouvre des nouvelles zones comme le nord de la France, l'est de la France, et de par sa position géostratégique, Dunkerque ouvre très évidemment la possibilité de faire de l'export sur le Benelux, une bonne partie de l'Allemagne, et pourquoi pas le UK. Donc ça, ce sont des projets qui sont déjà tout validés. Là, c'est une question de timing. À quel moment est-ce qu'on va être en mesure de les lancer? Et vu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les évolutions drastiques des cours du cacao en particulier, et plus récemment sur le café aussi, on est un petit peu prudent. C'est aussi ça le côté durable de l'entreprise, être vigilant sur comment on dépense et on investit l'argent. Mais c'est des projets qui sont tout prêts et qui, dès que le contexte sera bien aligné et suffisamment favorable, on va déclencher ces projets-là. Est-ce
qu'on peut visiter vos locaux ou vos bateaux? Ou est-ce que vous avez une boutique? Oui, à Morlaix, on a 2 boutiques et à l'avenir, on en aura une également à Dunkerque. C'est ça tout ce projet. Et sinon, c'est évidemment partout dans les magasins. Et à Morlaix en particulier, à la chocolaterie, on a tout un parcours de visite qui est vraiment intéressant. On fait 20 000 visiteurs par an. Donc c'est vraiment top de pouvoir accueillir autant de monde dans notre chocolaterie, de découvrir ce que l'on fait, découvrir nos produits, nos valeurs. Et donc j'encourage tout le monde, c'est un super projet de visite en famille, notamment parce que, alors ça il faut réserver un petit peu en avance si on veut le faire, on propose des ateliers de création de ses propres tablettes de chocolat. Donc, donc en famille, c'est vraiment une super activité. On apprend un peu comment ça fonctionne et puis on repart surtout avec ses propres tablettes qu'on aura conçues soi-même. Donc là, libre cours à l'imagination et à tous les chefs en nous que nous sommes, ou maîtres chocolatiers. Donc c'est vraiment sympa et on vous encourage évidemment à nous rendre visite si vous êtes en Bretagne un jour. Ok, super. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur un sujet proche de votre activité, sur le chocolat, sur le transport à voile, le café? Oui, alors je pourrais en recommander tellement, mais il y a un livre en particulier qui va être plus proche de l'activité maritime, qui s'appelle Cargo à voile, je crois que c'est le titre en français. En anglais, c'est Trade Winds. Ça a été un livre rédigé en anglais par un chercheur belge qui a passé des années en Australie et qui est spécialisé dans les questions de transport maritime et notamment sur le Vélic, et qui s'est retrouvé, je crois que c'était en 2020, ça devait être 2020, juste au moment du Covid. Il avait embarqué sur un navire, un vieux gréement qui s'appelle l'Aventure. Et il faisait une transatlantique, je crois que c'était. Et il se retrouve sur le navire au moment de la crise du Covid-19. Tous les pays ferment leurs frontières et ils ne peuvent pas débarquer. Il devait faire 3 semaines sur le navire et il finit par faire, je crois que c'est 3 mois, 3 ou 5 mois. Et en tant que chercheur, il utilise cette expérience un peu comme un récit de voyage, mais bourré de recherche, d'études, d'analyse. Et donc c'est relativement facile à lire parce que ça fait un peu voyage d'aventure. Et pourtant on apprend énormément parce que c'est extrêmement bien documenté. Donc c'est un livre que je ne peux que recommander. Je connais l'auteur personnellement et c'est quelqu'un de super. Donc. Ok, génial. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté mon invitation. Je renvoie les auditrices et les auditeurs vers votre site web dont je mettrai l'adresse en descriptif de l'épisode pour découvrir votre projet et vos produits et puis venir vous rencontrer à Morlaix ou à Saint-Malo. D'ailleurs moi-même j'aimerais bien venir un de ces jours visiter avec vos grand locaux, plaisir. vos bateaux. Donc écoute, je te dis à bientôt et puis prends bien soin de toi. Et on dirait bon vent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. Donc n'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.